Voilà pour cette nouvelle vidéo de l'AFP. Alors, il y a un peu de mouvement dans la salle, c'est tout à fait normal puisqu'il y a des sorties-entrées. Je crois qu'il y a des lycéens de Pau. Vous êtes déjà arrivés, les lycéens de Pau? Non, ils ne sont pas arrivés. J'ai vu des lycéens arriver il y a quelques instants. En tout cas, il y a beaucoup de monde. Oui, ils sont là. Très bien, d'accord. Parfait. Bienvenue en tout cas à ceux qui nous ont rejoints. Donald Trump, battu aux USA. Je vais vous demander juste un tout petit peu de silence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donald Trump, donc battu aux USA, un revers électoral pour Modi en Inde, Erdogan au plus bas dans les sondages en Turquie, baisse de popularité pour Bolsonaro au Brésil, après une gestion calamiteuse du Covid, même chose pour Obrador au Mexique qui a perdu 20% de ses soutiens. La liste est longue de ces dirigeants populistes évincés ou fragilisés. Pour autant, assiste-t-on vraiment au crépuscule du populisme? Il suffit de regarder un peu plus près de nous en Hongrie, en Pologne, en Slovénie et encore plus près en France pour ne pas tirer de conclusions hâtives. On en parle dans un instant avec nos invités. Ce débat donc en partenariat avec Sud-Ouest. Je rappelle évidemment, vous dans la salle ici, vous pourrez poser vos questions à nos intervenants. Alain également, les questions des internautes. Des questions des internautes, toujours par le chat. Il faut changer d'écran pour suivre le live. Et évidemment, des questions dans la salle. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Je vous présente nos invités maintenant. Marc Lazare, bonjour Marc Lazare, merci d'être avec nous. Professeur d'histoire et de sociologie politique, directeur du Centre d'histoire de Sciences Po à Paris. Vous avez publié il y a 2 ans « Peuplocratie, la métamorphose de nos démocraties », dans lequel vous analysez la montée des mouvements populistes en Europe. Et vous êtes également un spécialiste de l'Italie. On aura l'occasion de parler de l'Italie tout à l'heure. Brice Couturier, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour. Journaliste et essayiste, vous avez publié récemment « OK Millennials » aux éditions de l'Observatoire. Et puis, en duplex avec nous, Virginie Martin. Est-ce que vous êtes là, Virginie? Oui, bonjour. Bonjour à vous, on vous voit et on vous entend, c'est un miracle, tout va bien. Merci beaucoup. Vous êtes politologue, sociologue, professeur à la Cage Business School et vous avez publié récemment un livre très intéressant qui s'appelle « Le charme discret des séries », qui démontre comment elles font bouger nos représentations sans que nous nous en rendions compte. On l'évoquera tout à l'heure, ce sujet d'ailleurs des séries. Vous nous direz un mot sur la représentation du populisme dans ces séries. Avant de nous interroger sur un éventuel crépuscule du populisme, je voudrais évidemment qu'on consacre une partie de ce débat à comprendre ce qu'il est. Et si on commençait évidemment par le définir, ça semble être devenu un mot valise, un mot fourre-tout. Marc Lazare, le populisme d'abord, est-ce que c'est une idéologie ? Bonjour. C'est effectivement un mot valise, un mot fourre-tout, extraordinairement utilisé. Ça sert, je vais être un peu critique, vous l'utilisez beaucoup, vous, les médias. C'est vrai. C'est utilisé par un certain nombre de responsables politiques pour accuser les autres. C'est revendiqué par un certain nombre d'entre eux pour se dire populistes. Et c'est toute la difficulté dans ces cas-là d'essayer de comprendre ce que signifie cette notion. Il y a énormément de production depuis des années sur la question du populisme, en histoire, en sociologie, en sciences politiques, en philosophie. Je crois qu'il y a 3 types d'approches. La première, c'est de dire que c'est une idéologie. Mais on ajoute tout de suite une idéologie fine, une idéologie flexible, une idéologie souple. Rien à voir avec les grandes idéologies du passé, socialisme, conservatisme, libéralisme, etc. Même si on assiste à des tentatives aujourd'hui de constituer un corps plus cohérent de doctrine. Dans les idéologies classiques, il y a des grands auteurs de référence. Ce n'est pas le cas du populisme. Mais il y a des personnes qui essayent de constituer cette doctrine. Viktor Orban en Hongrie. Viktor Orban qui cherche véritablement à donner une ossature idéologique à ce qu'il fait dans son pays, au cœur de l'Europe. Et ce qu'il entend faire en se proposant comme modèle pour d'autres populistes essentiellement de droite. Duda en Pologne un peu se rapproche de ça, non? Pardon? Duda en Pologne? Oui, ouais. Mais avec beaucoup moins d'ampleur et d'ambition que Orban de ce point de vue-là. On parlera de la Pologne tout à l'heure. Ouais. Et puis, à gauche, il y a un philosophe qui est décédé aujourd'hui, un Argentin, Ernesto Laclau, et sa femme, Chantal Mouffe, qui ont essayé de constituer le populisme de gauche. Donc ça, c'est la première idée. Le populisme, si j'ose dire, c'est une idéologie, même si elle est particulièrement difficile à cerner, à géométrie variable, très opportuniste. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour définir le populisme, c'est de penser que le populisme est une stratégie développée par des acteurs pour conquérir le pouvoir et pour le gérer.
car vous avez rappelé, il y a des populistes au pouvoir, et encore une fois, au cœur de l'Europe, en Pologne, en Hongrie, par exemple, sont les pays les plus emblématiques. Et puis la troisième acception pour essayer de comprendre ce qu'est le populisme, c'est de penser qu'il est un style, une façon de faire de la politique. Alors, ça, c'est trois définitions possibles. Je crois que... Et vous choisissez laquelle, vous, Marc? Moi, je prends les trois, si j'ose dire. Moi, je prends les trois parce que je pense que ce serait une erreur que d'isoler un des aspects. Je crois qu'il y a ces trois aspects avec quelles caractéristiques communes. Si vous voulez, je vous les énonce rapidement. Ce qui est intéressant, c'est ce que vous dites sur le style du populisme. Qu'est-ce qui caractérise ce style, d'ailleurs, justement? Le style populiste, c'est justement de penser qu'il n'y a aucun problème compliqué, qu'il n'y a que des solutions simples. Et que, par conséquent, sur l'immigration, il n'y a qu'à. Il n'y a qu'à faire ceci. Sur les questions économiques, il n'y a qu'à faire ceci. Ce qui renvoie aussi à un style qui est caractérisé par l'urgence. La temporalité est celle de l'urgence et par rapport au débat qu'il y avait précédemment, amplifié par les chaînes d'information continue, je ne vise personne, mais aussi bien évidemment par les réseaux sociaux. Et puis, le style populiste, c'est un style qui va se caractériser par un langage particulièrement rude, pour ne pas dire vulgaire. Pas toujours, mais pour essayer de se différencier du langage plus sophistiqué, suspecté d'être incompréhensible par les populations. Est-ce que le style est démagogue aussi? Le style est presque toujours démagogue et s'incarne aussi, c'est important, très souvent chez certains leaders dans le corps. Il y a un gestuel particulier. Le cas le plus emblématique, Trump aux États-Unis, bien évidemment. Y compris, rappelez-vous, lors de sa campagne, la première campagne, lorsqu'il gagne contre Hillary Clinton, la manière dont lui, en tant qu'homme, se promène durant les débats télévisés autour d'Hillary Clinton pour essayer de l'intimider. Donc c'est ce style-là. Pensez à Matteo Salvini, qui est sur la plage l'été, qui ne cache pas son petit ventre, je suis un Italien comme vous, et qui va arriver, alors qu'il est ministre de l'Intérieur, en jean et la chemise ouverte, avec justement enfreignant les règles de la vie politique. Mais cela dit, il y a un contenu au populisme. Il y a un contenu, c'est l'idée qu'il y a une opposition pour aller très vite. Donc simplification, vous avez dit, démagogie, stigmatisation pour ajouter? Stigmatisation de tout adversaire. Le populiste ne peut pas accepter l'idée qu'il y a des adversaires. Il ne peut avoir que des ennemis. Pour le moment, c'est des ennemis qu'il faut éliminer symboliquement. Mais éventuellement, il faut les éliminer. C'est le cas, par exemple, en Hongrie. Non pas physiquement, mais de réduire les libertés de la presse, des médias, des universités. Il y a une université qui s'appelle toujours Central European University, qui existait à Budapest, qui a été considérée comme non conforme au régime. Elle a été obligée de déménager à Vienne. Le pouvoir hongrois vise, par exemple, à refaire tous les programmes d'histoire, non seulement dans les lycées, mais dans les universités. Donc oui, mais avec un point, je termine. Il y a beaucoup d'autres aspects du populisme, mais le populisme, c'est l'idée qu'il y a une opposition unique entre un peuple qui est supposé vertueux, bon, et une élite qui est supposée être corrompue et qui complote en permanence contre le peuple et qui est homogène. Ça, c'est le point fondamental. Très important. Brice Couturier et Virginie Martin, peut-être... Est-ce que vous suivez Marc Lazare sur les terrains qu'il vient d'explorer? Virginie Martin, c'est vrai que quand on parle du populisme, c'est systématiquement, en tout cas pour les adversaires, le dénigrer et le critiquer. Est-ce que c'est la bonne solution finalement? Oui, c'est vrai que c'est souvent vu un peu comme un stigmate. Et ce que disait justement Marc Lazare précédemment, c'est que pas mal de sociologues, de politologues aujourd'hui essayent justement de retourner le stigmate. C'est Chantal Mouffe qui a été citée, mais c'est aussi Nancy Fraser, c'est aussi Federico Tarragoni. On peut aussi dire que Bruno Latour travaille un petit peu à ce retournement de stigmate. Donc ça, c'est intéressant. Et puis certains, on a aussi, même en France, des gens comme Jean-Luc Mélenchon qui à un moment donné dénigrait beaucoup ce mot et qui aujourd'hui et parfois peut changer aussi là-dessus. On peut citer aussi quelqu'un comme Emmanuel Macron, qui dit, rappelez-vous, si je dois être du côté du peuple et si je dois dégager tout ce qu'il y a à dégager, eh bien tant pis, je serai populiste et je l'assume. Ce qui veut dire que finalement, c'est un peu un mot attrape-tout, un catch-all concept d'une certaine manière, mais qu'il ne faut pas forcément le jeter pour autant, même s'il s'inscrit largement dans l'histoire, et notamment avec le People's Party aux États-Unis, avec des fermiers qui font une révolte,
et qui s'inscrit aussi, il se déploie dans l'espace. On a parlé de l'Inde, des Philippines, de la Pologne, de la Hongrie, des États-Unis, de l'Amérique du Sud, de la France. Enfin, finalement, où n'est pas le populisme? Point d'interrogation. Et s'il est partout, sous des formes aussi multiples, et qu'il recouvre des réalités aussi différentes, est-ce que finalement, il est encore saisissable, hein, même si l'on tente évidemment, notamment ce matin, de le saisir? Peut-être on pourrait aussi en proposer, moi c'est un peu ma proposition, une petite typologie. Peut-être qu'il y a des populistes, on le sent bien, hein, intuitivement on le sent bien. Peut-être qu'il y a un premier populisme qu'on pourrait appeler identitaire nationaliste ou nationalo-identitaire, qui est peut-être, certains diraient, un populisme d'exclusion, avec une recherche d'unité, justement, peut-être souvent passée, plutôt en érigeant des murs, des frontières, des fermetures, en critiquant beaucoup le cosmopolitisme et les migrations, les immigrations. Donc un premier populisme qui serait peut-être donc nationalo-identitaire, avec aussi souvent une critique de l'État profond, hein, du fameux Deep State. Peut-être un deuxième populisme qui serait peut-être plus lié aux questions économico-sociales, qui serait là une demande de super-démocratie, de référendum, mais aussi une grande crise du libéralisme, une grande critique du libéralisme, face à des élites aussi offshore et hors sol, qui, d'aucuns pourraient l'appeler un populisme d'inclusion. Donc là, on aurait déjà peut-être deux grandes familles. Virginie Martin, je voudrais juste rapidement, terminer sur le troisième type de ces trois idéotypes. Et pourquoi pas aujourd'hui aussi parler de populisme bourgeois? J'ai parlé tout à l'heure d'Emmanuel Macron, mais dans sa méthode, Emmanuel Macron a beaucoup enjambé les partis politiques, a joué du dégagisme, a enjambé beaucoup les corps intermédiaires comme les syndicats. Il n'était pas non plus élu avant d'être élu président de la République. Donc il y a quelque chose aussi de ce populisme bourgeois. Donc on voit, il y a à la fois du fond, des méthodes, un style, comme le disait Marc Lazare, et cette typologie, évidemment, c'est juste des idéotypes, mais c'est aussi des propositions. Merci beaucoup. Ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse effectivement confronter vos points de vue et que vous ayez des paroles peut-être plus synthétiques les uns les autres, si c'est possible, pour qu'on puisse aller dans le débat et qu'on puisse aborder tous les sujets, parce qu'il y en a beaucoup à aborder. Brice Couturier, vous, une question, est-ce que le populisme est forcément autoritaire dès le départ, ou est-ce qu'il le devient ? Oui, le populisme est nécessairement autoritaire parce que profondément, il ne croit pas aux vertus de la démocratie libérale. Le populisme, c'est toujours la recherche d'une souveraineté sans entrave ni aucun contre-pouvoir. D'où le fait que systématiquement, il s'attaque aux cours constitutionnels qui risqueraient d'entraver effectivement son action en rappelant des éléments constitutionnels. Il s'attaque à la justice indépendante, et il s'attaque toujours aux médias indépendants, puisqu'il a le fantasme que, on l'a dit tout à l'heure, le peuple est authentique et pur et que les élites sont corrompues, et que donc tout ce qui s'attaque, tout ce qui ose critiquer le grand leader qui croit vouloir incarner cette volonté populaire sans entrave, doit être éliminé. Donc l'autoritarisme fait nécessairement partie du contrat, quel que soit le type de populisme qu'on envisage. Moi, je voudrais, pour présenter la façon, à mon avis, la plus synthétique possible, la question du populisme, citer une éditorialiste turque, Ece Temelkuran, qui a publié en français Comment conduire un pays à sa perte. Et elle avait une bonne expérience du populisme, puisque c'était quelqu'un qui était connu comme une journaliste indépendante hostile à Erdogan en Turquie, et qui a donc dû s'exiler parce qu'elle était menacée, comme beaucoup de journalistes de l'opposition. Elle a dû s'exiler. Et elle a fait donc ce bouquin. Voilà ce qu'elle dit. Elle donne 3 préceptes pour ruiner son pays de la manière dont Erdogan l'a fait quand on est un bon leader populiste. La première recette, elle dit, c'est le premier précepte, c'est se réclamer du vrai peuple.
peuple, bon, je ne vais pas revenir dessus, on l'a déjà dit. Alors pour la droite, ça sera le vrai peuple débarrassé de ses minorités ethniques, et ça implique nécessairement des formes de racisme et d'antisémitisme. Pour la gauche populiste, ça sera le vrai peuple au sens de la lutte contre les élites mondialisées, qui sont toujours la finance, Georges Soros, enfin tout ce qui représente... Pardon, mais juste Marc Lazare, c'est-à-dire que tous les populistes invoquent le peuple, mais n'en ont pas la même définition, c'est ça? Oui, je pense qu'effectivement, il y a une variété de populisme. Une partie des populismes, d'après moi, que je qualifie de droite, quand ils pensent le peuple, c'est les gens. C'est moi ce que j'appelle sans aucune véritablement de jugement de valeur, la plebs au sens latin du mot, c'est-à-dire c'est les gens. Hein, le populisme de gauche appelle beaucoup plus au populus, c'est-à-dire au peuple justement actif, à l'avant-garde du peuple. Mais parfois c'est l'un et l'autre. Et le plus bel exemple en France, c'est Mélenchon. Dans sa campagne de 2017, il s'adressait dans la tradition gauche républicaine jacobine au peuple avant-garde, le peuple politisé, et en même temps, rappelez-vous de ces vidéos de chaque samedi, si je me souviens bien, c'était les gens. Hein. Bonjour les gens, alors voilà ce qu'on va voir aujourd'hui. Hein. Donc ça, c'est des combinaisons. Juste un tout petit point en complément de ce qu'a dit Brice, si Brice, tu me l'autorises. Jour de la main, Brice. Non, c'est vrai que les populistes sont tous potentiellement autoritaires, ouais. Mais ils se présentent comme les meilleurs des démocrates aujourd'hui. Ouais. Et ça, c'est la grande différence avec le passé. Dans le passé, les populistes, c'était des personnes qui voulaient abattre les régimes démocratiques pour les régimes autoritaires. Et là, ils se présentent comme les meilleurs démocrates en disant nous sommes l'incarnation du peuple. Mais ils ne sont pas libéraux. Voilà. Ils se prétendent démocrates, mais ils ne sont pas libéraux. Oui, d'où la notion de démocratie illibérale qui est prônée par Viktor Orban, qui est effectivement un des meilleurs théoriciens du populisme aujourd'hui en Europe centrale. Je disais donc, premier principe, premier précepte, se réclamer du vrai peuple et promettre de nettoyer le marigot, c'est toujours l'ancienne des populistes, opposer donc la nation authentique aux élites cosmopolites et corrompues. Deuxième précepte, selon toujours cette Temel Koran turque, exiger le respect, humilier les puissants. Exiger le respect au sens, par exemple, dit-elle, que dans ce mot dans la mafia. C'est-à-dire que le respect, ça veut dire respectez-moi, sinon, il y a toujours une menace implicite. Par ailleurs, renverser les tables, afficher le mauvais goût comme Trump, renverser la table et enfreindre les notions de licite et d'illicite fait aussi partie du style, alors là pour reprendre l'expression de Marc Lazare, du populisme. C'est Steve Bannon. Troisième précepte, affoler le langage. Et ça me paraît la chose la plus originale et la plus intéressante du populisme. Il s'agit de brouiller les limites, par exemple, regardez sur les réseaux sociaux, brouiller les limites entre l'humour, le second degré, la dérision et la vérité. Brouiller les limites entre le vrai et le faux. Je conseille vivement le livre « Les ingénieurs du chaos » de Giuliano da Empoli qui montre comment... Steve Bannon, en particulier, a théorisé pour l'alt-right américaine et au profit de Donald Trump, l'idée qu'il n'y a pas de différence entre la vérité et le mensonge, qu'il n'y a que des opinions. Et ça s'appuie évidemment sur la déconstruction théorique. Il y a une espèce de convergence étrange entre les woke, qui disent que tous les discours sont discours de pouvoir et qu'aucun discours n'a de réelle capacité à représenter la réalité de manière objective, puisque l'objectivité, elle est dénoncée comme liée au patriarcat, aux blancs hétérosexuels, et l'alt-right qui dit que tout n'est qu'opinion, qu'il n'y a pas de vérité, que chacun a sa vérité. Quand on rentre dans cette logique dangereuse de chacun sa vérité, on arrive très rapidement au populisme. En tous les cas, c'est un des éléments du populisme. Et un élément sur lequel je voudrais beaucoup insister... Rapidement, est-ce que tu veux qu'on puisse discuter pas de conférence, mais vraiment du débat, s'il vous plaît. De la déstabilisation des démocraties par des puissances étrangères. Il faut savoir qu'une bonne partie des gens qui interviennent sur les réseaux sociaux ne sont en réalité que des trolls. Libération a fait cette enquête formidable sur les usines à
pétrole de Saint-Pétersbourg qui sont payés par Poutine. Et là, il y a un rapport qui vient de sortir de l'IRSEM qui s'appelle « Les opérations d'influence chinoise, un moment machiavélien ». C'est sorti cette semaine, je vous recommande vivement. C'est un rapport de 600 pages qui montre comment les Chinois, la Chine communiste, déstabilise nos démocraties à travers les réseaux sociaux. Marc Lazare, qu'est-ce qui a permis l'essor du populisme ces 20 dernières années? C'est quoi les 2-3 grands points qu'il faut souligner? Alors, il faudrait évidemment différencier selon les zones du monde, mais si on veut rester en Europe, par exemple, hein, je pense qu'il y a 3 facteurs fondamentaux qui expliquent cette ascension des populistes, qui est une résistible ascension, comme vous l'avez rappelé. Le premier, c'est tout ce qui relève de la défiance politique. C'est-à-dire que alors c'est très prononcé en France, c'est très prononcé en Italie, c'est un peu moins prononcé dans les autres pays, mais il y a une défiance envers les institutions, envers les responsables politiques, le système, et d'ailleurs défiance aussi envers toute personne qui est supposée avoir des responsabilités, voire du pouvoir. Donc ça c'est vraiment le premier élément qui ouvre donc toute une réflexion sur l'état de nos démocraties libérales et représentatives, bien sûr. Le deuxième point, c'est évidemment tout ce qui relève des situations économiques et sociales. Ça a été aussi évoqué lors de la première table ronde. Le creusement des inégalités. Alors, il y a le chômage, mais il y a des pays où il y a un faible taux de chômage et il y a des forts populistes. Exemple la Suisse, hein, ou exemple l'Europe du Nord. Mais inégalité de toute nature, entre hommes et femmes, entre générations, territoriales, ça c'est effectivement très important. Précarisation du marché du travail. Oui, sur tout cela, effectivement, rapport aussi entre périphérie et ville, avec là les aussi fameux archipels dont parle Jérôme Fourquet, qu'on cite pour la 2e fois déjà. Exactement, même si bon, moi j'ai quelques petits points de désaccord avec lui, mais ça n'a aucune importance. Et puis, 3e point, et c'est sans doute le plus sensible, ce qu'on peut appeler tout ce qui relève de la dimension culturelle, qui tourne autour... L'identité. Voilà. Alors, je pense qu'il faut être très prudent dans ces notions, et je pense qu'il y a 2 éléments. Le premier, c'est toute l'interrogation qu'on voit très bien dans toutes les enquêtes d'opinion qu'on a en Europe. C'est d'un côté, mais finalement, qu'est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est habitant de Bordeaux, de la Nouvelle-Aquitaine, français, européen? Et qu'est-ce qu'on va devenir? Ça, c'est le premier élément. Et donc, il y a cette interrogation. On n'est déjà plus exactement comme dans le temps. On était très lié à une ville ou à une région ou à un pays, mais il y a aussi quelque chose d'autre qui s'appelle l'Europe, justement. Et puis, l'autre élément, c'est la question de l'immigration. Et toutes les enquêtes montrent qu'effectivement, il y a une énorme préoccupation des citoyens européens sur les questions d'immigration, de migrants, ce qui n'est pas la même chose, et la question de la religion musulmane, où effectivement, qui provoque une peur d'une grande partie des Européens que vont exacerber les populistes. D'autant qu'on a la crise des 2 grands modèles d'intégration en Europe, le modèle républicain et le modèle multiculturel. Virginie Martin, tout à l'heure, j'ai entendu dans le débat Manuel Valls ne pas les citer, les populistes, mais en tout cas souligner la cohérence finalement de leur discours. Non pas la justesse évidemment, mais la cohérence. C'est-à-dire que finalement, ils ont un fil conducteur et ils s'y tiennent depuis des années. Ce qui attire aussi finalement ceux qui vont vers eux. Oui, mais ce qui est important aussi quand on parle des personnes qui peuvent être attirées par ces populismes, c'est qu'il faut voir aussi, on le disait un petit peu en creux juste précédemment, c'est que beaucoup sur cette planète ont le sentiment que le sol se dérobe sous leurs pieds, en fait. Quel est le sens de l'histoire? Quel va être demain? Quel va être après-demain? On nous a promis, notamment les États-Unis et la Grande-Bretagne, une belle globalisation, une belle mondialisation. Et puis finalement, ils sont les premiers en s'en extraire. Vous vous rendez compte comme c'est grave? À la fois, ils sont les chantres de la globalisation et en même temps, dès que ça ne les arrange plus, ils érigent des murs ou ils font le Brexit. Donc ça, c'est un premier problème beaucoup plus global. En plus, évidemment, cette histoire de sol, de territoire, de frontières est véritablement problématique parce que même si aujourd'hui, on peut éventuellement ériger des murs et des murs très très hauts, les frontières environnementale n'existe pas. On va de toute façon subir, et l'éco-anxiété est une vraie histoire, on subit de toute façon à la fois des flux de population qui vont se mettre à l'abri parce que le sol chez eux se dérobe au sens strict du terme, ou prend feu, ou est inondé, etc. Donc le populisme, je trouve que souvent on dénigre les personnes qui donnent du crédit à ces mouvements. Il faut aussi, je pense, les entendre, essayer
de comprendre, parce qu'elles font aussi, elles crient pour une meilleure démocratie, pour une meilleure vie. Elles crient peut-être dans le mauvais sens, mais c'est à nous de les juger. Mais en tout cas, je trouve aussi que nos démocraties ont souvent stigmatisé ces votes-là et n'ont pas su souvent les comprendre. Merci Virginie. Martin, Brice Couturier, je voudrais vous citer Catherine Fiecki, qui est politologue franco-britannique, spécialiste du populisme, et elle dit ceci: la vraie revendication légitime du populisme, c'est de nous rappeler que la démocratie ne passe pas uniquement par la technocratie, mais aussi par l'émotion politique. Je trouve ça quand même assez juste, non? C'est dangereux. Bien sûr. On ne fait pas de la bonne politique avec de l'émotion. Une des raisons pour lesquelles la vague populiste qui a déferlé sur le monde à partir des années... Il y a une douzaine d'années, il y a maintenant, cette vague est en train de refluer. Pourquoi? Parce qu'on a vu les populistes à l'œuvre face à une crise sanitaire gravissime et mondiale, une pandémie mondiale, et on a vu Bolsonaro se prendre les pieds dans le tapis, on a vu López Rodríguez au Mexique rater complètement son coup, on a vu en Inde la catastrophe. Donc gérer un pays, ça demande quand même certaines compétences. Les populistes, par définition, sont incompétents. Ils font appel aux sentiments, ils font appel à la passion populaire, ça marche un temps, ça déçoit toujours. En réalité, le populisme, ça ne fonctionne pas, tout simplement. On peut dire ce qu'on veut des élites, on peut les critiquer, mais diriger un État comme diriger une entreprise, ça demande quelques compétences. Alors, il y a derrière le populisme, il y a la crise générale dont on parlait à l'instant, cette défiance générale envers les autorités, les institutions, l'idée de l'horizontalité introduite effectivement par les réseaux sociaux qui font croire que n'importe qui peut donner son avis sur un vaccin alors qu'il n'a pas fait 10 ans d'études comme certains médecins qui, eux, sont habilités à le faire, et l'idée que le savoir n'a pas de valeur réelle et que tout le monde peut donner son avis. Non, tout le monde ne peut pas donner son avis. Il y a des autorités qui sont dépositaires d'un certain type de savoir et de compétences. Les populistes, eux, par définition, ne sont pas dépositaires d'un tel savoir et ont amené les pays à la catastrophe. Un des grands moments, à mon avis, politiques que nous venons de vivre et qui montre que la vague populiste est effectivement en train de refluer, en tous les cas en Europe, ce sont les élections allemandes. En Allemagne, on a vu l'AfD, ce parti d'extrême droite qui ne cessait de grimper, qui était devenu le premier parti d'opposition il y a encore quelques mois. Aujourd'hui, l'AfD aux élections a fait un score inférieur à 11%, et Die Linke, le mouvement d'extrême gauche dont on nous disait qu'il avait le vent en poupe, est à moins de 5%. En réalité, c'est le SPD qui gagne, qui progresse. La social-démocratie n'est pas morte en Europe. La CDU se maintient, les libéraux, les Verts sont des Verts très raisonnables en Allemagne. Ils ne sont pas du tout des populistes. Donc on voit bien que la stabilité, la compétence qui ont été les marques de Merkel au pouvoir sont payants à long terme et que les populistes sont en train de refluer. En tous les cas, c'est mon souhait. C'est intéressant ce que vient de dire Brice Couturier sur l'Allemagne, Marc Lazare, parce que vous parliez tout à l'heure de l'immigration parmi les 3 composantes. L'Allemagne a accueilli beaucoup d'immigrés syriens ces dernières années. Est-ce que ça veut dire qu'elle a réussi son intégration? Parce que quand on regarde les débats électoraux avant les élections législatives en Allemagne, le mot immigration était prononcé une fois dans le débat. Oui, je crois qu'il faut faire très attention. Là, je serais peut-être plus nuancé que Brice, mais c'est intéressant justement. Je crois qu'il faut faire attention. On est dans une phase effectivement où, en tout cas en Europe, les populistes sont un peu dans une situation de dilemme et à la croisée des chemins. Pour ceux de droite, ils étaient tous favorables à Trump. Ouais. Trump a été battu et bon. Beaucoup étaient pour le Brexit et ils se rendent compte que le Brexit soulève une quantité de problèmes qui fait que c'est difficile pour eux de se prononcer pour des Frexit ou des... Donc finalement, l'Europe, c'est pas si mal que ça. Alors justement, il y a eu la crise du Covid dont on n'est pas sorti et Brice le rappelait, il y a la critique des experts et même si les experts se sont parfois disputés durement sur les plateaux de télévision, quand même, on s'est rendu compte de leur importance. Et puis, il y a quelque chose qui s'est passé en juillet 2020. C'est le Conseil européen qui a décidé de lancer un plan de relance qui fait extraordinairement important, plus de 750 milliards d'euros, c'est des sommes astronomiques, qui fait que toutes les forces populistes elles-mêmes critiques de l'Europe ne peuvent pas attaquer l'Union européenne comme elles le faisaient jusque-là. Et donc, elles sont dans une situation de dilemme. Est-ce que pour autant,
ça veut dire que c'est fini, je serais plus dubitatif. Sur la question de l'immigration et des migrants, vous avez raison de rappeler le cas en Allemagne. Ce que je vois du côté italien, c'est que quand vous demandez les préoccupations des Italiens, avant, et notamment entre 2018-2019 jusqu'au début du Covid, l'immigration était en 1. Et c'était l'argument clé de M. Matteo Salvini et de Mme Giorgia Meloni. Retenez ce nom, Giorgia Meloni, parce que c'est la femme qui monte en Italie et qui est issue du fascisme. Si Marc Lazare le dit, il faut le croire. J'allais dire malheureusement, rappelez-vous de ce nom. Et aujourd'hui, non. C'est la santé et la protection contre l'épidémie et de le travail et l'emploi. Et l'immigration est tombée complètement. Je crois que c'est ce qui s'est passé aussi en Allemagne. En revanche, ce à quoi on assiste actuellement en France, c'est qu'il y a vos confrères, cher ami, qui actuellement s'est lancé en politique et qui veut remettre la question de l'immigration. Alors que ça ne fait pas partie des préoccupations des Français quand on les interroge. Eh bien, justement, ça va être de voir quel va être l'effet de toute l'opération de ce monsieur pour voir si effectivement il va réussir à préempter le débat. Or, les populistes peuvent avoir des difficultés, Brice. Tu as raison. Mais ce qu'ils réussissent à faire, c'est à imposer très souvent leur thématique, leur façon de faire de la politique, et ça a, entre guillemets, contaminé l'espace public. Donc ça va être très intéressant, si j'ose dire, de voir ce que ça va donner, par exemple, dans le cas français, à l'occasion de l'élection présidentielle. Virginie Martin, question provocatrice volontairement. Est-ce que les populistes ne sont pas les seuls, finalement, à faire des propositions ? Non, certainement pas. En tout cas, de toute façon, ils essayent de faire des propositions, on va dire, en dehors des chemins que nous connaissons. C'est peut-être aussi cela qui peut attirer. Mais peut-être aussi que les élites au pouvoir, depuis des années, ont aussi beaucoup trop joué de leur expertise, de leur techno-expertise. Ont peut-être finalement péché par manque de grands récits nationaux, de grands romans nationaux. Quels sont les imaginaires politiques vers lesquels ces gens-là nous ont menés et nous mènent. Donc ça, c'est quand même un problème aussi. S'il y a ces tentations populistes, c'est qu'il y a aussi, ne nous y trompons pas, un petit peu de déception sur justement nos récits démocratiques et nos démocraties telles qu'elles fonctionnent. Je le dis et je le répète, les populistes sont aussi des cris. Et il faut parfois aussi les entendre pour justement mieux y répondre. Par exemple, prenons la question économique. Le fameux TINA de Thatcher, qui est « There is no alternative ». Peu à peu, le libéralisme et le néolibéralisme disent circuler, il n'y a rien à voir, on fait comme ça, il n'y a pas d'alternative possible, on fait comme ça et on ne fera pas autrement. Donc forcément que cela crée beaucoup aussi de frustration, parfois légitime, parfois illégitime. Donc ça c'est la première chose. Deuxièmement, je pense, et les études le montrent, la science politique, moi quand j'étais très jeune et que j'étais à Sciences Po, on nous disait il n'y a pas d'émotion politique circuler, on ne veut pas entendre parler d'émotion. Mais on voit aujourd'hui que l'émotion politique, la communication politique, le marketing politique, tout cela, c'est de l'émotion. Et évidemment, le populisme a aussi, en tout cas, de beaux jours devant lui en termes de fascination. Peut-être pas en termes de vote. Il y a des plafonds de verre, c'est évident. Mais évidemment qu'avec la super médiatisation, la super mise en télévision, en radio et en réseaux sociaux, le populisme correspond bien à ce temps ultra médiatisé et très polarisé de manière connexe, si je puis dire. Brice Couturier, les populistes n'ont-ils pas intérêt à exacerber les difficultés que décrivait tout à l'heure Marc Lazare, les fameuses 3 composantes, parce que finalement, rien ne serait pire pour eux qu'on trouve des solutions? Oui, c'est bien observé. Les populistes font partie du problème et ils sont sa résultante en même temps. Parce qu'en fait, on est dans des sociétés où la polarisation est de plus en plus excessive. Si vous voulez, pendant très très longtemps, on a vécu avec des alternances démocratiques entre un centre droit et un centre gauche qui en réalité étaient d'accord sur l'essentiel. Dans la plupart de nos démocraties, elles étaient des démocraties apaisées en réalité. Progressivement, la gauche avait abandonné l'idée de mettre fin au marché et s'était convertie en réalité à l'économie capitaliste, alors que la droite s'était convertie à la social-démocratie et à la protection des salariés. Donc il y avait un consensus. Ce consensus a récemment volé en éclats sous la pression des populistes d'une part et entretenu par eux
Ça, c'est le rôle des réseaux sociaux, avec la polarisation excessive, avec des opinions de plus en plus violemment tranchées entre elles. Et le grand problème de cette affaire, c'est que ça a rendu nos démocraties relativement ingouvernables. Il est très difficile aujourd'hui pour les gouvernants de prendre des décisions qui ne provoquent pas immédiatement des montées de colère, des manifestations violentes dans les rues, etc. Donc c'est un problème vraiment dangereux, c'est pas anodin. Moi, ce que j'observe surtout, si vous voulez, c'est que, comme le disait, alors là je vais citer Yascha Mounk dans The Atlantic du mois de juillet, il a fait un bouquin qui a été traduit en français qui est très bien sur le populisme. Il dit: les partis traditionnels ont commencé à prendre en considération les causes du mécontentement de leur électorat et à ajuster leur programme sur les préférences de ces électeurs. Donc, à mon avis, une des raisons pour lesquelles le populisme reflue, c'est qu'effectivement, on le disait tout à l'heure, Virginie Martin le disait tout à l'heure, il y a eu une vraie déception de la part des opinions publiques en face des promesses non tenues de la démocratie. Il y avait un certain nombre de problèmes qui se posaient, notamment le problème des migrations. Il ne faut pas se cacher que en Europe centrale en particulier, où les pays se vident de leur population, l'idée qu'on les remplacerait par des populations immigrées et que ça serait sous le contrôle de l'Union européenne, cette idée n'est absolument pas populaire. Et les populistes ont fait leur blé sur cette histoire, en exagérant évidemment de manière extraordinaire le risque de ce remplacement. Mais cette idée existe. Or, aujourd'hui, les partis politiques, regardez au Danemark, les partis politiques, je veux dire traditionnels, habituels, y compris ceux du centre-gauche, ont commencé à faire des promesses extrêmement précises en matière de régulation des migrations, d'augmentation des niveaux de vie. Donc les aspects à la fois culturels et les aspects économiques qui ont provoqué l'immigration, enfin qui ont provoqué, le populisme, sont maintenant pris en compte. J'aurais juste rappelé deux mots, ceux de Dominique Régnier, excellent analyste du populisme. Il dit qu'il y a un populisme patrimonial qui est à la fois matériel, qui concerne l'inquiétude des gens pour leur niveau de vie, et qui est immatériel, qui concerne les styles de vie qui paraissent menacés dans certaines régions par une immigration non contrôlée et excessive. Donc voilà, il y avait à la fois des causes économiques et des causes culturelles, et je pense que les partis politiques ont pris conscience des problèmes en question et ont commencé à les régler. Quand on les règle, les populistes disparaissent d'eux-mêmes. Marc Lazare, juste pour revenir sur l'impopularité des populistes actuels, comment vous l'expliquez? Est-ce que vous l'expliquez justement parce qu'eux n'ont pas tenu leurs promesses, ou parce que finalement ils ne savent pas gérer des institutions qu'ils avaient auparavant critiquées? Moi, je serais beaucoup plus nuancé sur l'idée de l'impopularité des populistes. D'abord, il ne faut pas prendre en compte, par exemple, pour la France, uniquement les sondages et apparemment les difficultés de Marine Le Pen dues à la progression d'Éric Zemmour, pour parler clair. Parce que si on met les deux ensemble, c'est près d'un tiers des votants, pour le moment. Donc, il faudra voir le résultat de l'élection présidentielle. Quand je regarde la situation italienne, alors tout le monde, ceux qui s'intéressent à ça savent peut-être qu'il y a eu des élections municipales en Italie, il y a eu un premier tour, et c'est le Parti démocrate, donc de centre-gauche, ils ont perdu des villes, qui a gagné. Actuellement, ces populistes ont perdu, sont en train de perdre Turin et Rome. Oui, quand même. Deux grandes villes, symboles de leur progression. Donc effectivement, c'est la démonstration de ce qui a été rappelé, c'est qu'une fois qu'ils sont au pouvoir, ils sont pas dans tous les pays, pas en Hongrie, pas en Pologne, que connaît bien Brice. On va y revenir. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on renverse complètement la table? Est-ce qu'on sort de l'Union européenne? Est-ce qu'on sort de l'euro? Quelles dispositions prendre? Puis il y a quand même des choses qui s'appellent l'état de droit. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Puis il y a des opinions. Donc c'est beaucoup plus compliqué. C'est vrai qu'ils se sont retrouvés, en tout cas en Italie, dans une situation difficile. Il n'empêche que c'était là les grandes villes qui votaient. Et dans les intentions de vote, si vous ajoutez Ligue de Matteo Salvini, Fratelli d'Italia, Frères d'Italie de Mme Meloni, c'est 40%. 40 à 44%. Donc il faudra là aussi attendre les élections qui auront lieu en 2022-2023. Moi, je serais vraiment beaucoup plus prudent. Je crois qu'ils ont un problème qui est celui de la crédibilité. Incontestablement. C'est-à-dire qu'il y a une forme de protestation pour toutes les raisons qu'on a dites. Moi, je partage ce qu'a dit Virginie Martin. Il n'est pas question de dénigrer les gens qui votent pour ces partis. Il faut prendre en compte les raisons qui les poussent à voter pour cela. Moi, je suis tout à fait d'accord. Ça, ce serait une erreur fondamentale. Mais je pense que, du coup, ça explique leur progression. C'est-à-dire que l'émotion a ses limites.
L'émotion Je pense que l'émotion a ses limites, et notamment en termes de crédibilité. On sait que c'est le problème, ça a été le problème de Marine Le Pen en 2017. D'accord, on peut voter par protestation, mais est-ce qu'on la voit présidente de la République? Mais ça peut basculer aussi. Ça peut tout à fait basculer un jour. Virginie Martin, complément peut-être à ce que vient de dire Marc Lazare. Oui, là-dessus, je pense que là où on peut être déçu de cette ultra-technologie, de cette numérisation, de cette digitalisation du monde politique, c'est qu'on aurait pu penser, il y a encore quelques petites années, que ça allait amener un civisme technologique. Et on voit que finalement, ce civisme technologique laisse la place, au contraire, à une hystérisation politique, voire à une politique complètement, justement, algorithmique, mathématisée. On sait aussi que certains des populistes dont on a parlé tout à l'heure ont carrément construit des partis à partir de mots-clés liés à des algorithmes. Vous voyez un petit peu, là on est au-delà d'une démocratie sondagière, au-delà d'une démocratie médiatique, là on est carrément dans une démocratie digitalisée et numérisée. Donc là on peut aller vers des choses extrêmement graves qui nous dépassent complètement, et là on rentre peut-être en dystopie, mais en tout cas ce sont des choses qui ont déjà existé du côté de Bolsonaro ou de Pepe Grillo. Donc c'est quand même assez grave. Mais effectivement, il y a quand même un étiage au-delà duquel les populistes ne semblent pas, comme le disait Marc Lazare, crédibles. Ça c'est évident. En tout cas, la méthode, néanmoins, plaît beaucoup parce qu'elle correspond quand même à ces temps à la fois médiatiques et numériques. On voit la dernière émission politique, excusez-moi de cet exemple un peu trivial, mais c'est intéressant. La dernière émission de Laurent Ruquier, ce rendez-vous politique du samedi soir, je regardais les chiffres. Hidalgo fait un tout petit chiffre, inférieur à celui de Mélenchon, Mélenchon inférieur à Zemmour, et Zemmour inférieur à Cyril Hanouna, je voyais votre caricaturiste tout à l'heure, qui faisait justement un petit clin d'œil à ce Hanouna qui veut jouer du politique. On voit bien que donc il y a une attirance aussi vers cette démagogie populiste, mais en tout cas, est-ce que ça se transformait en acte de vote? Certainement pas, pour l'instant en tout cas. Marc Lazare, la thèse que vous défendez dans votre livre « Peuplocratie », c'est que même s'ils ne prennent pas le pouvoir, les populistes impactent la vie politique. Alors quand ils le prennent, ils laissent encore plus de traces de toute façon, à tous les coups. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, oui, ils impactent par leur thématique, par leur manière de faire de la politique. Parce que Trump, il sort, mais il fait 74 millions de voix et il laisse une société qui est complètement polarisée. Et c'est exactement ce que j'allais dire. Trump a été battu, mais le Trumpisme est encore là. Ouais. Et il est profondément enraciné dans la société américaine. Berlusconi a dominé la vie politique italienne. Il a été 3 fois au pouvoir. Il a été battu à plusieurs reprises, mais pendant 20 ans, il y a eu Berlusconi au cœur de l'actualité politique. Il reste une forme de berlusconisme, cette démagogie, moi ce que j'appelle la démocratie de l'immédiateté. L'immédiateté, c'est l'urgence, la temporalité de l'urgence, et l'immédiateté, c'est là aussi en écho avec la première table ronde, c'est que c'est pas besoin d'avoir des partis politiques, des corps intermédiaires, des organisations syndicales, tout est lié à un leader. Hein, et par conséquent, effectivement, l'idée aussi que la souveraineté du peuple est sans limite, ce qu'a rappelé Brice tout à l'heure. Et toutes ces idées sont en train d'imprégner et d'impacter, d'après moi, une grande partie de l'espace public. Et c'est pour ça que moi, je suis, encore une fois, plus nuancé. Quand on a préparé, il faut savoir qu'on prépare ce genre de débat, et c'est tout le mérite de votre modération de ce débat. Crépuscule des populismes, comme je vous l'ai dit au téléphone, je le redis publiquement ici, moi, ça me fait tiquer. Je suis pas tout à fait certain que c'est la bonne appellation. Je crois qu'il y a un moment populiste qui connaît actuellement un moment de suspens. Il y avait un point d'interrogation. Voilà. Enlevons le point d'interrogation. S'il y a un point d'interrogation, ma réponse est non. Virginie Martin, oui ou non? Oui, moi aussi, hein, sur le crépuscule, j'avais dit à peu près la même chose que Marc Lazare, mais c'est aussi le progressisme qui doit répondre et tracer quelque chose qui peut rassurer les gens dont on parle depuis tout à l'heure et qui ont le sentiment que
je répète, le sol se dérobe sous leurs pieds, sous nos pieds. Où est-ce que nous allons atterrir ? Demande Bruno Latour dans son avant-dernier ouvrage, me semble-t-il. Où atterrir ? Sur quel sol ? Avec par ailleurs ces élites, ces 0,001% des élites qui sont complètement hors sol, offshore, et qui maintenant veulent même conquérir l'espace parce que finalement elles ne savent pas où elles scolarisent leurs enfants, où elles payent leurs impôts, ou de quel monde font-elles partie. La bourgeoisie plus traditionnelle racontait l'histoire du commun. Ça, c'était important. Les élites, historiquement, racontaient du commun. Là, on a un peu l'impression que ces super élites nous ont lâchés. Et là, c'est quand même un problème. Où est le commun ? Ça, je crois que c'est aussi une vraie question. Et tout à l'heure, vous parliez... Rapidement, Virginie Martin, parce qu'on a les questions à prendre du public. Très vite, très vite. Oui. Merci. Je peux finir juste une seconde ? Oui. Vous parliez tout à l'heure du livre que j'ai écrit sur les séries. Donc, dans les séries, le populisme est très critiqué, que ce soit Years and Years ou American Horror Show. Enfin, il y a plein de séries qui critiquent beaucoup à la fois l'Europe qui pourrait décliner ou le Trumpisme, par exemple. Mais en même temps, un petit peu comme les progressistes, elles ne proposent, elles non plus, finalement, pas grand-chose en termes d'imaginaire global et de commun à venir demain après-demain. Donc il y a un peu une faillite des idées, si je puis dire aussi. On prend les questions de la salle dans un instant et celles en ligne. Alain, juste Brice Couturier, parce que je ne vous ai pas demandé de répondre à la question, mais très vite, oui ou non, crépuscule du populisme, est-ce qu'il y a des... Ce que j'observe surtout, c'est qu'après la crise de 2008, beaucoup de gens nous disaient qu'on allait assister à une crise globale du capitalisme et qu'une extrême gauche radicale allait venir en tête des sondages. Et on a vu que le populisme a bénéficié à l'extrême droite et très très peu à l'extrême gauche. D'ailleurs, en France aussi, c'est le cas, puisqu'on vient de le rappeler, il y a l'extrême droite est dans les alentours de 33%, et Mélenchon a beaucoup de mal à dépasser la barre des 10%. Donc le calcul qui a été fait par une partie de l'extrême gauche de miser sur un populisme de gauche était un mauvais calcul. Ça n'a fait que renforcer en réalité le camp d'en face. Merci, Brice Couturier. Alain, des questions ? Oui, des questions. Alors les questions de la salle, bien sûr, dépêchez-vous pour les poser. Une question d'un internaute assez simple, je trouve, mais qui résume pas mal tout ce qu'on vient de dire, c'est... Qu'est-ce que vous faites comme corrélation, ou y a-t-il une corrélation pour vous entre populisme et abstentionnisme ? Brice Couturier, oui, Brice Couturier. Oui, bien sûr, l'abstention, la montée phénoménale. Alors là encore, arrêt de la vague. En Allemagne, 75% de participation électorale, là, il y a 15 jours. Donc l'abstention, c'est peut-être aussi une question qui est en train de... Quand les partis politiques répondent, encore une fois, aux questionnements fondamentaux de l'électorat, les gens retournent voter. Quand on leur parle d'autre chose ou qu'on refuse d'entendre leurs revendications, ils ne votent pas. Bien sûr, le populisme, l'abstention a été aussi une manifestation du refus des institutions telles qu'elles fonctionnaient jusqu'alors. Mais encore une fois, je vais répéter, quand les partis politiques prennent en compte les desiderata des électorats, les gens retournent aux isoloirs. Les populistes ont sans doute des voix à aller chercher chez les abstentionnistes. Est-ce que les populistes ont des voix à aller chercher chez les abstentionnistes ? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, ils essayent de s'adresser aussi à cet électorat. Qui disent que ça ne sert à rien qu'on vote, puisque de toute façon, ça ne change pas, et le système reste le même. Alors, il y a toute une partie... C'est rapide, mais... Oui, mais il y a toute une partie des populations dont finalement on parle, qui aujourd'hui ne sont même pas intéressés à aller voter pour les formations populistes. On a eu des tas d'enquêtes sur les Gilets jaunes, par exemple. Et des enquêtes il y a eu des enquêtes de terrain sur les Gilets jaunes, puis on a eu beaucoup d'enquêtes sur les gens qui disaient leur sympathie, et elle était très forte, c'est des proportions très importantes et durables, qui exprimaient « oui, j'ai de la sympathie pour les Gilets jaunes » ou « oui, j'ai participé ». Et quand on leur demandait « qu'est-ce que vous faites au moment des élections ?», la majorité s'abstenait. Et quand ils allaient voter, ils votaient d'abord pour Marine Le Pen et ensuite pour Jean-Luc Mélenchon. Alain. Une question dans la salle, peut-être ? Oui, question dans la salle qu'on va allumer, ce sera peut-être plus... Voilà, Est-ce très qu'une bien. question D'un seul coup, c'est pas salle pareil quand on a eu. Est-ce qu'il y a des questions ? Vous pouvez lever la main ou vous levez simplement quand vous oui, identifiez. là-bas, tout en Bonjour, haut. je vous en prie. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors moi, après tout ce que vous avez dit, je me demandais si le populisme ne représentait pas un danger pour la démocratie. Le populisme, un danger pour la démocratie, Virginie Martin. Oui, ça
ça dépend de quoi on parle. Je pense qu'on a pas mal répondu à cette question. Il peut y avoir des aspirations populistes qui peuvent justement mettre la lumière sur tel ou tel point, et ça peut être tout à fait intéressant. Peut-être une Europe trop technocratique, peut-être des élites trop hors sol, peut-être peut-être des dangers écologiques que d'aucuns peut-être peuvent minimiser, ou que sais-je. Bien entendu, mais après, une fois en place, si le populiste prend la place, alors déjà, premier point, par capillarité, il fait quand même aussi plutôt un peu de mal, puisqu'il instille des passions plutôt tristes dans nos esprits, ça c'est la première chose, et puis une fois en place, le populiste a ça aussi, peut-être, où là tout d'un coup il se dit à la fois démocrate, mais ce qu'il entend dans la démocratie, c'est simplement j'ai été élu, et maintenant, the winner takes it all. C'est-à-dire, je prends tout. On l'a vu avec Trump. C'est terminé, c'est moi qui suis le boss, le chef, j'ai la souveraineté du peuple, j'ai été élu, et ça y est, je peux l'être ad vitam. On le voit aussi très typiquement en Russie avec Poutine, qui croit détenir, une fois élu, finalement, tous les pouvoirs, et peut-être même jusqu'à sa mort, espère-t-il. Donc, effectivement, là, il y a danger, puisqu'on est en train de tronquer, tout en s'utilisant la démocratie, de tronquer son but, qui est la pluralité, la diversité. Je peux dire un mot? Merci, oui, je vous en prie. Pour moi, je suis d'accord, c'est une menace. Et c'est une opportunité. Et c'est une opportunité. Pour que la démocratie se rénove. Exactement. Ouais. Parce que la réponse au populisme politique, c'est plus de démocratie. Et le paradoxe aujourd'hui, c'est que ces populistes disent c'est nous les meilleurs démocrates. Et donc la réponse, c'est plus de démocratie. Donc oui, c'est une menace très grave. Et oui, c'est une opportunité formidable si, comme Brice l'a dit, les responsables politiques sont capables de donner des réponses économiques, sociales, culturelles et politiques. Une autre question? Oui, on entend... pardon. Allez-y, monsieur. On entend très peu parler, et au niveau de la communication, c'est peut-être dommageable, des résultats en permanence de ces élus populistes. Je prends quelques exemples. On n'entend plus parler de l'occupation de l'Est de l'Ukraine, enfin de l'occupation. On n'entend plus parler de l'occupation de la Crimée. On n'entend plus parler de ce qui se passe au Mexique. On entend très peu parler de ce qui se passe aux Philippines avec Duterte. Est-ce que nos jeunes, et je m'adresse à eux, ont une information complète et, je dirais, suffisamment développée pour repousser ces mouvements? Brice Couturier. Oui, le problème des médias, moi je suis journaliste, et le problème des médias, c'est effectivement qu'un sujet chasse l'autre et que les sujets réellement essentiels sont souvent évincés par des épiphénomènes. Je suis bien d'accord avec vous qu'effectivement les opérations d'agression et de perte de souveraineté des voisins de la Russie sont des problèmes absolument essentiels. Je le disais, et ça rejoint notre sujet sur le populisme, la Russie, la Chine et quelques autres États nous mènent une véritable guerre de l'information sur les réseaux sociaux. Ils ont payé énormément de gens pour déstabiliser nos démocraties parce qu'ils estiment que nos démocraties sont condamnées quelque part par l'histoire, qu'elles sont en décadence et que donc il faut les pousser vers le gouffre. Et l'action de subversion que mènent certaines de ces puissances contre nous, contre nos opinions publiques, contribue beaucoup à l'exacerbation des tensions politiques et à la montée du populisme. Ce n'est pas par hasard que Marine Le Pen a été chercher son financement en Russie, vous me le direz, et on découvre aussi dans le rapport dont je parlais de l'ISERM à quel point un certain nombre de personnalités politiques, y compris d'anciens premiers ministres, sont aujourd'hui stipendiés en tant que lobbyistes pro-chinois. Et c'est un vrai problème, et encore une fois, les médias n'en parlent pas suffisamment et préfèrent parler du dernier face-à-face entre Zemmour et je ne sais qui, puisqu'il fait des face-à-face tous les jours. Alain. Une dernière petite question, mais plutôt historique. Est-ce que Boris Johnson est le fils caché de Margaret Thatcher? Est-ce que Boris Johnson est le fils caché de Margaret Thatcher, Virginie Martin? Et je prolongerai la question, est-ce que c'est un populiste light?
Boris Johnson est certainement comment dire, le fils, en tout cas, une conséquence de la conséquence de la conséquence, bien entendu, à la fois, et surtout, notamment au niveau social et économique. On en parlait tout à l'heure sur ce côté très libéral, très néolibéral, cette Angleterre aussi qui a du mal qui a de toute façon ses frontières avec son côté ilien par définition. Donc ça, c'est certain. Après, on le voit aussi, Boris Johnson sort de l'Europe, mais en même temps, on sent bien que quand même nos démocraties sont quand même résilientes et résistantes. Il y a quand même des gardiens de la porte démocratique, si je puis dire, et on n'a pas la sensation aujourd'hui, même si évidemment on peut regretter pour certains que la Grande-Bretagne soit sortie de l'Union européenne, on voit aussi que la Grande-Bretagne n'est pas mis, le Royaume-Uni n'est pas mis en danger véritablement par la démocratie résiste, si je puis dire, et ça c'est quand même important. Maintenant, il est certain que si l'Europe se délite et si on assiste au Polexit d'un côté, au fantasme d'un Frexit de l'autre, au Brexit qui est avéré depuis quelque temps, que va devenir l'Europe? Or, il me semble, et là je rejoins pas mal d'autres intellectuels et chercheurs, il me semble que l'Europe a une histoire à nous raconter, justement. Je parlais beaucoup et je regrette l'absence de la part des progressistes de beaux romans nationaux et métanationaux. L'Europe peut peut-être nous raconter une histoire, justement, on en parlait face à la Chine, notamment, on a quelque chose à dire, on a une carte à jouer, mais une carte civilisationnelle, culturelle, économique, démocratique, et ça c'est très important. Cette Europe à la fois financière, experte et technocratique ne plaît pas assez. Il faut arriver à réinventer une Europe un petit peu différente. Aujourd'hui, elle en prend ici ou là la voie, mais il faut qu'elle en prenne plus fortement la voie. Et ça sera important, et le sol arrêtera de se dérober sous nos pieds si nous savons que nous avons une Europe solide aussi, il me semble. Merci Virginie Martin. Je prends encore une question en salle s'il y en a une. Voilà. Monsieur, et ce sera la dernière question. Oui, je pense qu'il y a trois façons de combattre le populisme. La première façon, c'est un peu la doctrine Chirac de ce qu'on appelait le cordon sanitaire, qui a marché lors du deuxième tour, qu'il a refusé. Ça lui a réussi, il a fait 82%. Et il a cornérisé son adversaire en le positionnant comme un véritable fasciste. Bon, ça c'est la première façon. La deuxième façon de combattre, je pense, ce sont que beaucoup d'hommes politiques de droite et de gauche font, c'est de critiquer en disant, notamment à Zemmour, c'est un raciste, c'est un xénophobe, c'est un révisionniste. On critique. Bon. Et puis la troisième façon, que je pense la plus efficace, c'est, et qui n'est pas suffisamment faite, malheureusement, c'est de le contrer, le pousser dans ses retranchements, arguments, avec des contre-arguments face à ce qu'il avance. Avec des arguments sur chacun de ces thèmes. Parce que même sur son soi-disant point fort de l'identité et de l'immigration, c'est un tissu qui peut se contrer assez facilement avec des faits. C'est un tissu de contre-vérité. Pardon, monsieur, on va pas aller sur les contre-vérités et les développer et les contrecarrer. On a compris votre question globale, si vous me permettez. Quatre exemples, je finis. Ah non, je suis désolé, on n'a pas le temps des 4 exemples. Je suis désolé, non. Réponse Marc Lazare. Quelle communication adopter effectivement face aux populistes? Faut-il les singer? Non, mais ça justement, je crois qu'il ne faut surtout pas reproduire leur style, leur manière de faire de la politique, et il y a toute une bataille culturelle de ce point de vue-là à mener sur toutes les thématiques. Vous avez raison, monsieur, pour essayer de démontrer l'inanité de leurs propos. Mais ça ne réagit pas beaucoup. Pardon, je vais utiliser une expression de jeune, mais ça passe crème un peu des fois.
Ça dépend. Je veux dire, vu ce que dit Zemmour, il y a quand même assez peu de réactions on verra sur Zemmour et la réaction à Zemmour. Mais ce que rappelait Brice, les élections allemandes sont très importantes à cet égard. Effectivement, par rapport à un défi populiste sur des questions très sensibles, il y a une possibilité de développer un certain type d'argumentaire et de l'emporter. Je crois que c'est un élément important. Et puis on peut demander aux populistes aussi, leur poser une question sur le changement climatique. Ce n'est pas une priorité fondamentale. Et qu'est-ce que vous avez à dire, hein, quelles sont exactement vos propositions sur les questions économiques? D'accord, on met tous les immigrés dehors. Et alors, comment l'économie fonctionne? Quelles sont vos solutions? Et sur l'Europe, alors on sort de l'Europe alors qu'il y a près de 750 milliards d'euros sur la table. Ce type d'argumentaire, ça ne veut pas dire que vous gagnez. Mais je pense... Je termine vraiment là-dessus. Je pense que sur le style, c'est fondamental. Face à l'extraordinaire homme de télévision qu'était Berlusconi, il y a eu 2 défaites. Et il a été battu 2 fois par un professeur assez peu communicant. Assez austère. Et il a théorisé. Il a dit, si je vais face à Berlusconi et que j'essaye de jouer au Berlusconi, je suis mort. Et donc j'ai fait tout le contraire. Hein, j'ai argumenté point par point. Et il a gagné 2 fois. Hein. Romano Prodi. Merci beaucoup, c'était passionnant. Merci Brice Couturier, merci Virginie Martin, merci Marc Lazare, merci beaucoup. Avant de clore cette matinée et de passer au déjeuner et d'entendre Bernard Guetta dans un instant qui va nous rejoindre, un nouveau tutoriel de l'AFP maintenant, avec Juliette Mansour qui est journaliste à l'AFP Factuel. Elle présente des outils faciles à prendre en main qui vous aideront à identifier le contexte dans lequel une photo ou vidéo a été prise, à retrouver des publications supprimées ou encore à s'assurer de la fiabilité d'un site internet.